J'attends dans le métro ligne 13 direction Châtillon, tête baissée, fixant mon téléphone éteint. Personne ne remarque un homme fatigué au milieu de la foule de fin d'après-midi. Personne ne peut voir que mes mains tremblent légèrement. Ce matin, j'ai retrouvé des photos de moi, enfant dans le grenier de la maison de ma tante Madeleine. Le problème, c'est que je n'ai jamais vécu dans cette maison. Jamais de ma vie. La découverte a eu lieu vers 11 heures, quand Madeleine m'a demandé de monter chercher une vieille malle qu'elle voulait donner à Emmaüs. Elle m'avait dit que c'était au fond, dans l'angle droit, près de la lucarne. J'ai dû me courber pour accéder à cet espace sous les combles, mes genoux craquant sur les planches mal jointes. L'odeur de poussière et de bois sec me piquait les narines. La malle était là, effectivement, recouverte d'un drap grisâtre. Mais en la déplaçant, j'ai fait tomber une boîte à chaussures qui était posée dessus. Le couvercle s'est ouvert et son contenu s'est éparpillé sur le plancher. Des photographies, une trentaine, peut-être plus. Et sur chacune d'elles, je me reconnaissais parfaitement. Moi à 7 ans, devant cette même maison, portant un pull rouge que je n'ai jamais possédé. Moi à 8 ans, dans le salon d'en bas, assis près du piano droit que ma tante avait toujours. Moi à 9 ans, dans le jardin, tenant la main d'une femme que je ne reconnais pas. Des clichés aux couleurs passées, comme ceux qu'on prenait dans les années 90, avec cette teinte jaunâtre caractéristique des appareils photo de l'époque, ces bords dentelés qu'on faisait développer chez Photomaton. Certaines portaient même des dates au dos, écrites au stylo bille bleu. Thomas, juillet 1994. Thomas et Colette, automne 1995. Premier jour d'école, septembre 1996. Thomas, mon prénom. Je suis resté agenouillé là-haut pendant près d'1 heure, examinant chaque photo sous la lumière pâle de la lucarne. L'enfant sur les clichés avait mon visage, mes mains, cette cicatrice au menton que je me suis faite en tombant de vélo. Même la façon de sourire, un peu de travers, l'œil gauche qui se plisse davantage que le droit. Et pourtant, ces souvenirs n'existaient pas dans ma mémoire. Absolument aucune. Quand Madeleine m'a appelé d'en bas pour demander si j'avais trouvé la malle, j'ai fourré les photos dans ma veste sans réfléchir. Ma voix a légèrement chevroté quand j'ai répondu que j'arrivais, que la malle était plus lourde que prévu. En redescendant, j'ai observé ma tante avec un regard nouveau. Elle s'affairait dans sa cuisine, préparant son thé de l'après-midi comme tous les jours depuis que je la connais. Madeleine a 68 ans. Elle est la sœur de ma mère. Et je lui rends visite chaque mois depuis que maman est décédée il y a 3 ans. C'est elle qui m'a élevé après l'accident de mes parents quand j'avais 12 ans. Du moins, c'est ce qu'elle m'a toujours raconté. Mais si ces photos disent vrai, j'étais déjà là bien avant cet accident. J'étais là, dans cette maison, années après années, avec cette Colette dont je ne sais rien. J'ai scruté le visage ridé de Madeleine, cherchant un signe, une trace de mensonge. Ses gestes étaient les mêmes que d'habitude. Elle remuait son thé dans le sens des aiguilles d'une montre, exactement 7 fois, puis posait la cuillère sur la soucoupe en la faisant teinter 2 fois contre la porcelaine. Ces petits rituels que je connais par cœur. « Tu as l'air bizarre, Thomas »,
m'a-t-elle dit sans lever les yeux de sa tasse. Quelque chose ne va pas. J'ai failli tout déballer à ce moment-là. Lui montrer les photos, exiger des explications. Mais quelque chose dans son ton m'a retenu. Une intonation que je ne lui connaissais pas, comme si elle attendait justement cette conversation, comme si elle était préparée. Non, tout va bien, juste un peu fatiguée. Elle a hoché la tête et a continué à siroter son thé. Le silence s'est installé dans la petite cuisine, aux carreaux de céramique blancs et bleus. Par la fenêtre, je voyais le jardin où, d'après ces maudites photos, j'avais joué enfant. Le vieux prunier était déjà là, plus petit, et la barrière en bois qui donne sur l'impasse était la même. Cette impasse que je ne me souvenais pas avoir empruntée avant mes 12 ans. En partant, j'ai prétexté un rendez-vous pour écourter ma visite. Madeleine m'a embrassé sur les 2 joues, comme toujours, mais j'ai eu l'impression qu'elle serrait un peu plus fort que d'habitude. Ses mains étaient froides, malgré la chaleur de ce début d'octobre. « Prends soin de toi, mon petit », a-t-elle murmuré contre mon oreille. « Et n'oublie pas que certains souvenirs sont trop lourds à porter seul. » J'ai sursauté. Elle ne m'avait jamais dit ça. Jamais. Maintenant, dans ce wagon qui tangue vers République, les photos brûlent dans ma poche intérieure. Je les sens contre mes côtes, comme des preuves d'un crime dont j'ignore tout. Les visages des autres passagers me paraissent flous, irréels, alors que celui de cet enfant que j'étais soi-disant reste d'une netteté troublante dans ma mémoire. Sur l'une des photos, je pose devant la maison avec une bicyclette bleue. Une belle bicyclette de course, avec des vitesses et un guidon recourbé. Je ne me souviens d'aucun vélo de cette couleur. Mon premier vélo, celui dont je me souviens clairement, était rouge, et je l'avais reçu pour mon 13e anniversaire, 1 an après avoir emménagé chez Madeleine. D'après elle. Mais cette photo montre un gamin de 8 ans maximum, pédalant déjà avec une assurance qui ne colle pas avec mes souvenirs. Et ce sourire confiant d'un enfant qui connaît parfaitement son environnement, qui se sent chez lui. La rame s'arrête à République et je descends par automatisme. La foule me pousse vers les couloirs de correspondance, cette fourmilière humaine où chacun avance tête baissée vers sa destination. Je pourrais être n'importe qui dans cette masse anonyme, n'importe qui avec n'importe quel passé. Peut-être est-ce là le problème. Peut-être que mon passé ne m'appartient pas vraiment. En remontant vers la surface, une autre image me revient. Sur une des photos, je suis attablé dans la cuisine de Madeleine, face à un goûter d'anniversaire. 7 bougies sur un gâteau au chocolat. Derrière moi, un calendrier au mur indique septembre 1994. J'aurais donc eu 7 ans cette année-là, ce qui correspond à ma date de naissance officielle. Mais selon l'histoire que je connais, j'ai grandi chez mes parents jusqu'à mes 12 ans, dans un pavillon de banlieue près de Meaux. Un pavillon que j'ai visité avec Madeleine après l'enterrement, où nous sommes allés récupérer mes affaires et quelques souvenirs familiaux. Une maison qui me semblait familière, avec ma chambre d'enfant au mur, couvert de posters de footballeurs et de bandes dessinées. Pourtant, aucune photo de famille dans cette chambre, aucun album souvenir dans le salon.
Madeleine avait expliqué que mes parents n'étaient pas du genre à conserver ce type de choses, qu'ils préféraient vivre l'instant présent. À l'époque, cela m'avait paru logique, cohérent avec l'image que j'avais de mes parents, l'image que Madeleine m'avait donnée d'eux. Car en réalité, je ne garde qu'un souvenir très vague de mes parents, des silhouettes, des voix, des sensations, plutôt que des images précises. Le traumatisme de l'accident, m'avait dit Madeleine, le choc psychologique qui efface parfois les souvenirs trop douloureux. J'avais accepté cette explication avec la docilité d'un adolescent en deuil. Mais maintenant, en sortant du métro sur le boulevard du Temple, je me demande si mes souvenirs flous de mes parents ne cacheraient pas autre chose, si cette amnésie partielle n'était pas plutôt liée à un autre traumatisme, plus ancien, plus enfoui. Le traumatisme de m'être fait arracher à cette maison où j'avais visiblement vécu mes premières années. Je marche vers mon appartement dans le Marais, ces photos formant un carré dur contre mes côtes. Les façades haussmanniennes défilent, imperturbables, témoins silencieux de milliers d'histoires individuelles. Combien de secrets ces pierres ont-elles absorbés au fil des décennies? Combien de mensonges familiaux, de vérités cachées, d'identités fabriquées? Dans ma poche, mon téléphone vibre. Un message de Madeleine. « Tu as oublié quelque chose. Ici. Reviens quand tu veux le récupérer. Je serai là. » Mon sang se glace. J'ai laissé la boîte à chaussures dans le grenier. Elle a forcément découvert qu'elle était vide, que les photos avaient disparu. Ce message n'est pas une invitation, c'est une convocation. Madeleine sait que j'ai découvert quelque chose, et elle m'attend pour une explication que j'ai peur de connaître. Arrivé devant mon immeuble, je compose le digicode d'un geste mécanique. L'ascenseur étant toujours en panne, je monte les 4 étages à pied, mes pas résonnant dans la cage d'escalier. Chaque marche me rapproche de mon appartement et m'éloigne davantage de la vérité que je croyais connaître sur moi-même. Une fois chez moi, j'étale les photos sur la table de la cuisine, sous la lumière crue du néon. 32 clichés, au total, étalés sur une période qui va de mes 5 ans à mes 11 ans environ. 7 années de ma vie dont je n'ai gardé aucun souvenir conscient. Sur certaines photos, je ne suis pas seul. Cette femme que j'ai appelée Colette, d'après une inscription au dos, apparaît sur une dizaine de clichés. Une femme d'une 40aine d'années, aux cheveux châtains courts, au sourire chaleureux. Elle me tient la main, me porte sur ses épaules, m'aide à souffler mes bougies d'anniversaire. Ses gestes sont ceux d'une mère aimante. Mais ce n'est pas ma mère. Enfin, pas celle dont j'ai hérité officiellement à 12 ans. Je retourne la photo où nous sommes ensemble devant le gâteau d'anniversaire. Au dos, cette fois, une écriture différente, plus fine. Thomas et maman, 7 ans. L'encre a légèrement bavé, comme si quelqu'un avait écrit rapidement, peut-être en cachette. Maman. Le mot me fait l'effet d'une décharge électrique. Cette femme serait ma mère, ma vraie mère. Mais alors, qui était cette autre femme qui a officiellement péri dans l'accident de voiture avec mon père quand j'avais 12 ans? Je file vers l'armoire où je range mes papiers administratifs, certificat de naissance, passeport, tous les documents qui attestent de mon identité civile.
Thomas Mercier, né le 15 septembre 1987 à Paris, dans le 14e arrondissement, fils de Michel Mercier et d'Anne Dubois. Anne Dubois, une femme dont je n'ai aucune photo, aucun souvenir précis, juste cette vague silhouette maternelle, reconstruite par mon imagination d'adolescent en deuil. Et si cette Anne Dubois n'avait jamais existé? Cette hypothèse me donne le vertige. Je m'assieds lourdement sur le canapé, le certificat de naissance à la main. Un document officiel, tamponné, signé, impossible à contrefaire. Et pourtant, cette Colette sur les photos a tous les gestes, toutes les attitudes d'une mère authentique. On ne peut pas simuler cette tendresse naturelle, cette complicité évidente entre elle et l'enfant que j'étais. Sur une autre photo, je suis dans un lit que je ne reconnais pas, visiblement malade, avec un thermomètre dans la bouche. Colette est assise à côté de moi, une main sur mon front. L'inquiétude se lit dans ses yeux. C'est le regard d'une mère qui veille son enfant fiévreux, pas celui d'une babysitter ou d'une amie de la famille. Mon téléphone sonne, numéro masqué. Allô Thomas, la voix de Madeleine, mais différente, plus froide, plus déterminée. Il faut qu'on parle, maintenant. Viens tout de suite. Madeleine, Tout de suite, Thomas. C'est important. Et apporte ce que tu as pris. Elle raccroche avant que j'aie pu répondre. Sa voix avait une autorité que je ne lui connaissais pas. Quelque chose d'implacable qui me rappelle les films policiers quand le suspect comprend qu'il est grillé. Je remets les photos dans leur boîte et ressors immédiatement. Cette fois, je ne prends pas le métro. Je haile un taxi sur le boulevard Saint-Martin. Il me faut 40 minutes pour rejoindre Vincennes, en fin d'après-midi. 40 minutes pendant lesquelles je retourne la situation dans tous les sens, sans trouver d'explication logique. Le chauffeur me dépose devant la maison de Madeleine, alors que la nuit commence à tomber. C'est un pavillon années 70, avec sa façade de briques rouges et son petit jardin clôturé. Une maison parfaitement ordinaire, dans une rue parfaitement banale. Sauf que maintenant, elle me semble chargée de secrets, comme si ces murs avaient absorbé des années de mensonges. La porte s'ouvre avant que j'aie le temps de sonner. Madeleine m'attend sur le seuil, encore habillée de sa robe fleurie de l'après-midi. Mais son visage a changé. Ses traits sont plus durs, plus marqués. On dirait qu'elle a vieilli de 10 ans en quelques heures. « Entre », dit-elle simplement. Je la suis dans le salon, cette pièce où nous avons partagé tant de thé et de conversations anodines. Tout paraît identique. Le canapé à fleurs, la télévision d'ancienne génération, le piano droit contre le mur. Mais l'atmosphère n'est plus la même. L'air semble plus épais, chargé d'une tension électrique. Madeleine s'installe dans son fauteuil habituel et me fait signe de m'asseoir en face d'elle. Ses mains sont croisées sur ses genoux, dans une position qui me rappelle les directrices d'école sur le point d'annoncer une sanction. « Montre-moi ce que tu as trouvé », dit-elle d'une voix neutre. Je sors la boîte de ma veste et la pose sur la table basse entre nous. Madeleine l'ouvre et examine quelques photos sans rien dire. Son visage demeurant impassible. Puis elle relève les yeux vers moi. « Qu'est-ce que tu veux savoir ?»
La question me prend au dépourvu. Je m'attendais à des dénégations, des explications embrouillées, pas à cet aveu indirect. Tout, je réponds, après un moment d'hésitation. Je veux savoir qui est cette femme, pourquoi j'ai vécu ici, ce qui est arrivé à mes vrais parents. Madeleine soupire longuement. Elle se lève et va se servir un verre d'eau dans la cuisine. Je l'entends ouvrir le robinet, remplir un verre, ses gestes lents et mesurés. Quand elle revient s'asseoir, elle semble avoir pris une décision. Colette était ta mère, ta vraie mère. Tu as vécu ici avec elle jusqu'à tes 11 ans. Les mots tombent comme des pierres dans le silence du salon. Malgré mes soupçons, les entendre confirmer me fait l'effet d'un coup de poing. Et maintenant, où est-elle? Morte. Le mot claque, définitif. Madeleine boit une gorgée d'eau avant de continuer. Elle est morte d'un cancer du poumon en octobre 1998. Tu venais d'avoir 11 ans. Elle n'avait pas de famille proche, pas d'argent pour te faire garder. Les services sociaux allaient te placer en foyer d'accueil. Alors pourquoi? Parce que je t'aimais déjà comme mon propre fils. Colette était ma meilleure amie depuis l'école primaire. J'avais toujours été là pour toi, comme une tante de cœur. Quand elle est tombée malade, elle m'a fait promettre de m'occuper de toi. Madeleine pose son verre et me regarde droit dans les yeux. Pour la première fois depuis que je la connais, je lis dans son regard une vulnérabilité qu'elle a toujours cachée. Mais légalement, c'était impossible. Je n'étais ni ta famille, ni ta tutrice officielle. Alors j'ai arrangé les choses. Comment ça, arrangé? J'ai créé une nouvelle identité pour toi, Thomas Mercier, au lieu de Thomas Blanchard. J'ai inventé des parents fictifs, Michel et Anne, supposés morts dans un accident de voiture. J'ai falsifié des documents, corrompu quelques fonctionnaires à l'état civil. Sa voix devient de plus en plus faible, comme si chaque mot lui coûtait un effort surhumain. Et j'ai effacé tes vrais souvenirs. Cette dernière phrase me glace le sang. Comment ça, effacé? Avec l'aide d'un psychiatre, un ami de longue date qui devait de l'argent à des gens peu recommandables. Nous avons utilisé une combinaison d'hypnose et de médicaments pour endormir tes souvenirs de Colette et de ta vie d'avant, pour implanter à la place l'histoire de ses parents fictifs, morts tragiquement. Je me lève d'un bond, renversant presque la table basse. La rage monte en moi comme une vague brûlante. Vous m'avez lobotomisé, vous m'avez volé ma mémoire. Je t'ai sauvé. Madeleine se lève aussi, les joues rouges. Tu étais en train de mourir de chagrin. Tu ne mangeais plus, tu ne parlais plus. Tu restais prostré des heures entières à regarder la porte d'entrée en attendant que Colette revienne. Les médecins disaient que tu risquais de ne jamais t'en remettre. Mais c'était mon chagrin, ma douleur. Vous n'aviez pas le droit de me l'enlever. J'avais le droit de t'aimer. Elle crie maintenant, les larmes aux yeux. J'avais le droit de vouloir que tu aies une chance de vivre normalement. Nous nous faisons face dans ce salon, soudain devenu un champ de bataille. Chacun campé sur ses positions. Madeleine pleure silencieusement, et je réalise que malgré ma colère, elle reste cette femme qui m'a élevé, qui m'a aimé, qui a consacré sa vie à faire de moi un homme équilibré.
Seulement, cet équilibre était bâti sur un mensonge. Je me rassieds, épuisé par cette révélation. Comment vous avez fait pour que ça marche si bien, pour que je me souvienne de ces faux parents? L'hypnose et les médicaments n'effacent pas complètement les souvenirs. Ils les recouvrent comme des couches de peinture. Nous avons utilisé des photos de parfaits inconnus pour créer des images mentales de Michel et Anne. Nous avons construit des faux souvenirs à partir de situations génériques, anniversaires, vacances, moments familiaux types. Ton cerveau d'enfant a fait le reste. Il a comblé les trous avec son imagination. Et la maison de mots, louée pour l'occasion, meublée avec des affaires achetées aux puces, décorée pour ressembler à ce qu'aurait pu être ta chambre d'enfant. Tu n'y es allé qu'une seule fois, le jour où nous sommes venus récupérer tes soi-disant affaires. Mais cette visite a suffi à ancrer le faux souvenir. Je repense à cette journée, 3 ans plus tôt. Ma détresse d'adolescent endeuillé face à cette chambre qui était censée être la mienne. Cette impression de décalage que j'avais attribuée au choc du deuil. En réalité, c'était mon subconscient qui sentait la supercherie. Et personne ne s'est jamais douté de rien. Qui aurait pu se douter? Colette n'avait pas de famille. Ses rares amis ont pensé que tu avais été placé en famille d'accueil dans une autre région. Quant à ton école, j'ai fait croire à un déménagement. Dans l'administration, quelques pots de vin, bien placés, ont suffi à faire disparaître ton ancien dossier scolaire et à en créer un nouveau. L'ampleur de la machination me laisse sans voix. Madeleine a orchestré en quelques mois la disparition complète de Thomas Blanchard et la naissance de Thomas Mercier. Elle a effacé un enfant pour en créer un autre, avec l'aide complice de son amour maternel frustré. Et maintenant que je sais, Madeleine se rassied dans son fauteuil, soudain très pâle. Maintenant, tu fais ce que tu veux de cette vérité. Tu peux aller voir la police, porter plainte, faire scandale, ou bien tu acceptes ce que j'ai fait par amour. Tu acceptes que malgré les mensonges, ces 16 dernières années ont été vraies, que je t'ai aimé comme un fils, que je t'ai donné tout ce que j'avais. Elle se tait, et nous restons là, face à face, dans ce salon où se mélangent maintenant vrais et faux souvenirs. Je regarde cette femme qui a été ma mère adoptive, qui m'a menti pendant des années, mais qui m'a aussi sauvé d'un placement en foyer. Cette femme qui m'a volé mes souvenirs d'enfant, mais qui m'a offert une adolescence stable et aimante. Dehors, la nuit est complètement tombée. Les réverbères de la rue s'allument un à un, projetant des ombres mouvantes sur les murs du salon. Dans cette lumière changeante, Madeleine me paraît à la fois étrangère et familière, coupable et innocente. Je veux voir sa tombe, je dis, finalement. Quoi? La tombe de Colette, ma vraie mère. Je veux savoir où elle est enterrée. Madeleine hoche la tête. Cimetière de Pantin, division 47, rangée 15, Colette Blanchard. Elle prononce ce nom comme une prière, avec une tendresse infinie, et je comprends soudain qu'elle aussi a perdu quelqu'un ce jour-là, qu'elle aussi
a fait son deuil, en silence, en secret, sans pouvoir le partager avec personne. Vous l'aimiez vraiment, n'est-ce pas? Comme une sœur, depuis nos 6 ans. Nous nous taisons à nouveau. Le silence s'étire, chargé de toutes ces années de mensonges et d'amour mélangés. Dans ma poche, les photos de Thomas Blanchard semblent peser de plus en plus lourd. Cet enfant que j'étais et que j'ai oublié, cette vie antérieure qu'on m'a confisquée pour me protéger. Les souvenirs peuvent-ils revenir? Partiellement, peut-être. Avec le temps, avec des déclencheurs. Ces photos, par exemple, elles pourraient réveiller des choses enfouies. Et si je ne veux pas me souvenir? La question surprend Madeleine. Elle me regarde avec attention, comme si elle évaluait ma sincérité. Alors tu continues ta vie comme avant. Thomas Mercier, 28 ans, ingénieur informatique, fils adoptif d'une femme qui t'aime plus que tout. Et Thomas Blanchard, il reste où il est, dans une boîte à chaussures, dans un grenier. J'ai envie de pleurer, tout à coup, de pleurer sur cet enfant perdu, sur cette mère oubliée, sur cette tante coupable d'un crime d'amour. Je pense à tous ces gens qui se construisent sur des mensonges familiaux, qui vivent leur vie entière sans savoir qui ils sont vraiment. Combien sommes-nous à porter en nous des identités de substitution, des passés trafiqués, des amours déguisés? Je ne sais pas quoi faire. Je murmure. Tu n'es pas obligé de décider tout de suite. Prends le temps. Digère tout ça. Madeleine se lève et va chercher quelque chose dans le secrétaire, près de la fenêtre. Elle revient avec une enveloppe Kraft qu'elle pose devant moi. Qu'est-ce que c'est? Des lettres que Colette t'a écrites pendant sa maladie, pour plus tard, pour le jour où tu saurais la vérité. Je devais te les donner quand tu aurais 18 ans. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Parce que tu étais heureux, parce que le mensonge fonctionnait, parce que j'ai eu peur de tout gâcher. L'enveloppe contient une dizaine de lettres pliées dans du papier à lettres bleu ciel. L'écriture de Colette, fine et penchée. La première est datée du 3 juin 1998. Mon petit Thomas, si tu lis ces lignes, c'est que je ne suis plus là et que Madeleine a tenu sa promesse de prendre soin de toi. J'espère que tu auras eu une belle enfance, une belle adolescence, que tu seras devenu l'homme merveilleux que je voyais déjà en toi. Je m'arrête là, c'est trop. Cette voix d'outre-tombe, ces mots d'une mère fantôme. Je referme la lettre et glisse l'enveloppe dans ma veste. Je les lirai plus tard. C'est sagement. Madeleine me raccompagne jusqu'à la porte. Sur le seuil, elle me prend dans ses bras, comme elle l'a fait 1000 fois depuis que je la connais. Mais cette fois, l'étreinte a un goût d'adieu. Quoi que tu décides, Thomas, sache que ces 16 ans ont été les plus beaux de ma vie. Être ta mère, même par procuration, même dans le mensonge, ça a été ma plus grande joie. Je ne réponds pas. Je ne sais pas quoi répondre. Je me contente de serrer cette femme qui a bouleversé ma vie pour la sauver. Le taxi du retour roule dans Paris nocturne. Je regarde défiler les façades éclairées, les terrasses de café, les silhouettes pressées sur les trottoirs. Tous ces gens qui rentrent chez eux,
qui retrouvent leurs proches, leurs habitudes, leurs certitudes. Moi, je ne sais plus très bien qui je suis, ni où je vais. Thomas Mercier ou Thomas Blanchard? Le fils de Madeleine ou celui de Colette? L'homme que je suis devenu ou l'enfant que j'ai été? Dans ma poche, les lettres de ma vraie mère pèsent comme des secrets nucléaires, des mots qui pourraient tout changer, ou au contraire, confirmer que le passé est mieux quand il reste enfoui. Arrivé chez moi, je pose l'enveloppe sur la table de la cuisine, à côté des photos. Thomas Blanchard et Colette me regardent depuis ces clichés jaunis, figés dans un bonheur que je ne me rappelle pas avoir vécu. Ils semblent attendre quelque chose de moi. Une décision, peut-être, ou simplement une reconnaissance. Je prends l'une des dernières photos de la série. J'ai environ 10 ans. Je suis assis sur les genoux de Colette dans le salon de Madeleine. Ma mère rit aux éclats. Moi, je regarde l'objectif avec cette expression de bonheur absolu que n'ont que les enfants aimés. Qui était cet enfant? Qu'est-ce qui le rendait si heureux? Et surtout, ai-je le droit de le laisser mort et enterré? Mon téléphone vibre. Un message de Madeleine. « Je t'aime, mon fils, quel que soit le nom que tu portes. » Je regarde ma montre. 23h30. Dans quelques heures, le jour va se lever sur une nouvelle version de moi-même. Thomas Mercier, qui sait qu'il a été Thomas Blanchard? Un homme de 28 ans qui vient de découvrir qu'il a vécu 2 vies, dont une qu'il ne se rappelle pas. Je range les photos dans leur boîte et pose l'enveloppe de lettres dessus. Demain, peut-être, j'aurai le courage de les lire. Ou peut-être pas. Peut-être que certains secrets sont trop lourds à porter, comme l'a dit Madeleine. Mais en éteignant la lumière de la cuisine, je réalise qu'il y a une chose que je n'ai pas demandée à Madeleine. Une question qui me brûle les lèvres depuis que j'ai découvert ces photos. Si Thomas Blanchard a vécu toutes ces années avec Colette dans la maison de Vincennes, pourquoi ses affaires d'enfant n'y sont-elles plus? Où sont passés ses jouets, ses vêtements, ses livres? Et surtout, qui a pris la peine de faire disparaître toutes ces traces, si minutieusement que même en fouillant le grenier, je n'ai trouvé que cette boîte de photos oubliées? Cette dernière question va m'accompagner toute la nuit, tapie dans un coin de mon esprit, comme une araignée patient. Car si Madeleine a effectivement tout organisé pour effacer Thomas Blanchard, pourquoi aurait-elle gardé ces photos compromettantes? À moins qu'elle n'ait pas tout organisé seule. À moins que quelqu'un d'autre ait voulu que je découvre ces clichés. Quelqu'un qui savait exactement où les placer pour que je tombe dessus en montant chercher cette malle. Dans mon lit, les yeux ouverts dans l'obscurité, je repense à cette journée qui a fait basculer ma vie. Au geste de Madeleine, me demandant de monter au grenier. À cette boîte, posée exactement là où il fallait pour qu'elle tombe quand je déplacerai la malle. À ce message qu'elle m'a envoyé aussitôt après mon départ, comme si elle surveillait mes moindres mouvements. Et si tout cela avait été planifié? Et si Madeleine avait voulu que je découvre la vérité, sans avoir le courage de me la révéler directement? Cette hypothèse change tout, car si elle a orchestré ma découverte,
c'est qu'elle avait une raison de le faire maintenant, à ce moment précis de ma vie. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui l'a poussé à sortir ces photos du grenier et à les placer là où je ne pourrais pas les manquer? Je me relève et vais chercher mon ordinateur portable. Si Madeleine a voulu que je découvre l'existence de Thomas Blanchard, c'est peut-être parce que Thomas Blanchard doit découvrir autre chose. Sur Internet, je tape « Colette Blanchard, décès 1998 ». Plusieurs résultats apparaissent. Un avis de décès dans Le Parisien, une mention dans les archives de l'hôpital Saint-Louis, et quelque chose d'inattendu. Un article du Figaro daté d'il y a 6 mois. Révision du cadastre parisien, des terrains constructibles retrouvés. L'article mentionne plusieurs parcelles de terrain dont la propriété était contestée depuis des décennies. Parmi elles, un terrain de 3000 mètres carrés dans le 20e arrondissement, légué par une certaine Colette Blanchard à son fils Thomas, mais dont l'héritier était introuvable depuis 20 ans. Mon sang se glace. Un terrain, un héritage, quelque chose que je possède sans le savoir, sous mon ancienne identité. Et maintenant que Thomas Blanchard a refait surface, quelqu'un peut réclamer cet héritage. Je comprends soudain pourquoi Madeleine a organisé ma découverte, pourquoi elle a attendu que cet article paraisse pour me révéler la vérité. Ce n'est pas par amour du secret enfin dévoilé. C'est parce que quelqu'un d'autre cherche Thomas Blanchard. Et que ce quelqu'un-là ne me veut peut-être pas du bien. Mon appartement me semble soudain moins sûr. Chaque bruit nocturne prend une résonance inquiétante. Dehors, une voiture passe lentement dans la rue. Ses phares balayant ma fenêtre. Je me plaque contre le mur, le cœur battant. Est-ce que quelqu'un me surveille? Est-ce que ma résurrection administrative a alerté des gens que je ne connais pas? Dans ma tête, les questions se bousculent. Si ce terrain vaut suffisamment cher pour qu'on me recherche après 20 ans, pourquoi Colette ne m'en a-t-elle jamais parlé? Pourquoi ne l'a-t-elle pas vendu pour payer ses soins médicaux? Et surtout, qui d'autre est au courant de l'existence de cet héritage? Je retourne dans la cuisine et ouvre l'enveloppe de lettres. Il faut que je sache, quitte à découvrir des vérités que je ne suis pas prêt à entendre. La première lettre confirme ce que m'a dit Madeleine. Colette explique sa maladie, sa peur de me laisser seule, sa confiance en Madeleine pour me donner une nouvelle chance dans la vie. La deuxième lettre date du mois d'août. L'écriture est plus tremblée, les mots plus difficiles à déchiffrer. Mon chéri, il faut que tu saches quelque chose d'important. Ta grand-mère paternelle, Simone Blanchard, possédait un terrain dans Paris, un terrain qu'elle m'a légué avant sa mort, en précisant qu'il devrait te revenir un jour. Je n'ai jamais pu le vendre, car il y avait des contestations juridiques, des histoires de succession compliquées. Mais les avocats m'ont dit qu'avec le temps, ça se réglerait. Je m'arrête de lire, les mains tremblantes. Voilà donc l'explication. Colette savait pour l'héritage, mais elle n'a pas pu en bénéficier de son vivant. Je continue. Si quelque chose m'arrive, ce terrain te reviendra légalement. Il est situé rue de la Réunion, près du cimetière du Père-Lachaise. Les papiers sont chez Maître Durand, notaire, rue de Rivoli,
Garde précieusement ces informations, mon petit. Ce terrain pourrait te garantir un avenir serein. Rue de la Réunion. Je connais ce quartier. Un secteur en pleine gentrification, où les prix de l'immobilier explosent depuis quelques années. 3000 mètres carrés dans ce coin de Paris. Ça vaut probablement plusieurs millions d'euros aujourd'hui. Plusieurs millions d'euros qui m'appartiennent légalement. Sauf que Thomas Blanchard était officiellement mort depuis 20 ans et que Thomas Mercier n'avait aucun droit sur cet héritage. Jusqu'à maintenant. Jusqu'à ce que ces photos refassent surface et prouvent l'existence du véritable héritier. Je comprends mieux la stratégie de Madeleine. Elle n'a pas voulu me révéler la vérité par simple remords tardif. Elle l'a fait parce que cet héritage me revient de droit et qu'elle ne pouvait pas me laisser passer à côté de cette fortune. Mais elle a aussi ouvert une boîte de Pandore, car si moi je peux maintenant revendiquer ce terrain, d'autres personnes risquent de ne pas apprécier de voir leur prospère petit business immobilier remis en question par l'apparition soudaine du véritable propriétaire. Mon téléphone sonne, 3 heures du matin. Numéro masqué. Allô? Bonsoir Thomas. Une voix d'homme, posée, courtoise. Thomas Blanchard, je présume. Mon sang se glace. Qui est-ce? Quelqu'un qui s'intéresse à votre récente résurrection. Nous avons des choses à nous dire, vous et moi, concernant un certain terrain rue de la Réunion. Comment avez-vous eu ce numéro? Oh, vous savez, de nos jours, il est facile de retrouver quelqu'un. Surtout quelqu'un qui vient de réapparaître dans les fichiers administratifs après 20 ans d'absence. L'homme marque une pause. J'entends des bruits de circulation en fond sonore. Il appelle depuis l'extérieur. Évidemment, votre résurrection pose quelques problèmes pratiques. Ce terrain, voyez-vous, a fait l'objet de certains arrangements. Des arrangements qui pourraient être compromis par votre réapparition inopportune. Qu'est-ce que vous voulez? Vous rencontrer, discuter, trouver un arrangement qui conviendra à tout le monde. Et si je refuse? L'homme rit doucement, un rire froid, sans joie. Monsieur Blanchard, vous avez été mort pendant 20 ans. Il serait dommage que cet état civil redevienne définitif. La communication s'interrompt. Je reste là, le téléphone à la main, le cœur battant à tout rompre. Cette fois, c'est sûr, découvrir mon passé a réveillé des forces que je n'aurais jamais dû déranger. Je vais à la fenêtre et écarte prudemment le rideau. Dans la rue, tout paraît normal. Quelques voitures garées, des réverbères qui éclairent les façades haussmanniennes, personne sur les trottoirs. Mais je sais maintenant que quelqu'un me surveille. Quelqu'un qui connaît mes moindres déplacements, mes numéros de téléphone, l'histoire de ma fausse mort administrative. Quelqu'un qui ne veut pas que Thomas Blanchard réclame son héritage. Je retourne dans la cuisine et continue de lire les lettres de Colette. Peut-être contiennent-elles d'autres informations, d'autres détails qui m'aideront à comprendre dans quoi je me suis fourré. La 3e lettre date de septembre, quelques semaines avant sa mort. Mon petit Thomas, je n'ai plus beaucoup de temps.
Les médecins parlent de semaines, peut-être de jours. Il faut que je te dise quelque chose que j'aurais dû t'expliquer plus tôt. Ce terrain dont je t'ai parlé n'est pas un héritage ordinaire. Ta grand-mère Simone a été tuée pour ça. Le mot « tuer » me fait l'effet d'une décharge électrique. Je relis la phrase plusieurs fois pour être sûr de ne pas avoir mal compris. Elle possédait des informations sur ce terrain, des documents qui prouvaient qu'il appartenait à notre famille depuis le 19e siècle. Des gens ont voulu s'en emparer par la force. Ils ont maquillé sa mort en accident de voiture, mais je sais qu'elle a été assassinée. J'ai caché les documents dans un endroit que tu trouveras quand tu seras assez grand pour comprendre. Méfie-toi, mon chéri. Ces gens-là n'hésiteront pas à recommencer s'ils apprennent que tu es vivant de nouveau dans les papiers. Je n'ai pas vendu le terrain parce que je savais qu'il attirait des regards dangereux. J'ai donc caché les titres et les preuves. Tu les trouveras dans la maison de Madeleine, dans le piano droit. Soulève la 3e touche noire, à partir de la gauche, juste au-dessus du mi. Elle se déclipe si tu glisses un ongle en dessous. À l'intérieur, il y a un petit compartiment. Tu y trouveras une clé, un plan et une lettre pour un notaire de confiance. Fais confiance à ton instinct. Je t'aime, maman. Je relis les mots plusieurs fois, le cœur serré. La 3e touche noire, un détail si simple, et pourtant caché sous mes yeux depuis des années. Il est presque 4 heures quand je prends mon manteau. Dehors, Paris retient son souffle, entre nuit et aube. Je marche vite jusqu'au boulevard. Elle, un taxi, donne l'adresse de Vincennes. Tout est silencieux dans la rue de la maison de Madeleine, à part un arrosoir qui goutte dans un jardin voisin. La façade de briques est encore dans l'ombre. Je sonne. Rien. Je frappe. Rien encore. Je sors le double de la clé qu'elle m'a confiée depuis toujours. À l'intérieur, l'odeur du thé de l'après-midi persiste, mêlée à celle de cire et de vieux papier. Je traverse le couloir, passe devant la cuisine, entre dans le salon. Le piano est là, fidèle sentinelle contre le mur. Je m'assieds sur le tabouret. Mes doigts tremblent, mais je trouve la 3e touche noire et glisse l'ongle en dessous. Elle se soulève avec un petit clic net. Un étroit espace apparaît, doublé de feutrine. À l'intérieur, un paquet ficelé avec une cordelette. Une clé plate en laiton, un plan jauni de la parcelle rue de la Réunion avec des annotations à la main et une enveloppe au nom de Maître Durand. Je respire. Colette n'avait pas menti. Un parquet craque dans le couloir. Je me retourne, prêt à hurler. Madeleine apparaît sur le pas de la porte, pâle, les cheveux retenus par une pince. « Je n'ai pas dormi, » dit-elle simplement. « Je savais que tu viendrais. » Je lui montre la touche soulevée, la clé, l'enveloppe. Elle hoche la tête avec lenteur, comme si chaque geste pesait. « Il faut que tu files, Thomas. Tu appelleras Maître Durand. Tu feras régulariser ton identité et tes droits. Et toi ? Moi, je vais chez ma voisine. J'y resterai quelques jours. On t'a menacé, toi aussi ? » Elle esquisse un sourire triste, pas directement. Mais je ne veux pas te handicaper. S'ils viennent, qu'ils ne te trouvent pas à mes côtés. Une colère sourde remonte en moi, mais elle se heurte à quelque chose de plus large. De la gratitude, peut-être. De la peur aussi.
à parts égales. Je glisse le paquet dans ma veste. Nous restons immobiles, un moment, séparés par le piano, comme deux rives d'un même fleuve. « Il y a une chose encore, » dit Madeleine. « Tu dois aller voir Colette avant de faire quoi que ce soit. » Je hoche la tête. Je sais déjà que j'irai. Le cimetière de Pantin s'ouvre au petit matin comme un livre de pierre. La lumière grise lave les allées. Division 47. Rangée 15. Je compte lentement, en murmurant les numéros comme une prière. Quand je trouve la stèle, mes jambes se dérobent presque. Colette Blanchard, mère. Je pose la paume sur la pierre froide. Je n'ai pas de fleurs. J'ai seulement des mots qui cognent contre mes dents. Je suis là, je souffle. Je suis là, maman. Le vent passe dans les cyprès. Une feuille sèche tourbillonne, s'immobilise contre ma chaussure. Je reste longtemps, le front contre la pierre, jusqu'à ce que les doigts me brûlent de froid. Puis je me relève. Je ne suis plus exactement celui qui est entré ici. Dans l'après-midi, le bureau de Maître Durand sent le cuir et la poussière propre des archives bien tenues. L'homme lit l'enveloppe, la lettre de recommandation, examine la clé et le plan. Il ne pose pas de questions inutiles. Les titres sont authentiques, conclut-il après un silence. Nous pouvons initier une requête pour restaurer votre identité d'origine et établir la chaîne de propriété. Cela prendra du temps, mais le droit est de votre côté. En attendant, je vous conseille la discrétion. Discrétion, oui, je dis, et sécurité. On m'a appelé cette nuit. Il me regarde par-dessus ses lunettes. Vous avez déjà dérangé des intérêts. Nous agirons vite, mais proprement. Donnez-moi une copie des lettres et gardez les originaux hors de votre domicile. Je ferai déposer une main courante et contacterai un confrère pénaliste. Et surtout, ne rencontrez personne seul. Je sors du cabinet avec des copies certifiées. Un rendez-vous fixé pour le surlendemain. Et une sensation étrange d'avoir posé un pied sur une terre ferme après des années à marcher sur des ponts de brume. Le soir, je retourne chez moi. Je range les originaux dans une cache simple, trop simple pour paraître vraie, au fond d'un sac de linge oublié. J'envoie un message à Madeleine. Tout va bien. J'ai vu Colette. Merci. Sa réponse arrive presque aussitôt. Repose-toi. Je m'assois à la table de la cuisine, face aux lettres bleues, au paquet du piano, au vide immense où flottent désormais 2 prénoms. J'attends que la peur recule un peu. Elle ne recule pas vraiment, mais elle cesse de m'étrangler. Je prends la dernière lettre de la pile. Elle n'est pas datée, seulement marquée d'un petit cœur tremblé. Mon petit, si tu lis ceci, c'est que tu es assez grand. Tu as le droit de savoir que je n'ai jamais voulu t'arracher la douleur. J'ai voulu t'épargner la haine. La haine ronge tout. Promets-moi de ne pas la laisser te voler ce qu'il te reste. Va là où la lumière est, même si elle est petite au début. Fais confiance à Madeleine. Elle a fait des choses discutables pour une seule raison valable. Elle t'aime et garde en toi le rire de l'enfant sur les photos. C'est lui, ta boussole, maman. Je reste un long moment à regarder l'encre pâle, comme si les mots allaient bouger. Puis je range la lettre avec les autres.
La nuit tombe, pas d'appel, pas de menace. L'angoisse se dilue dans la fatigue. Avant d'éteindre, je sors la photo où j'ai environ 10 ans, sur les genoux de Colette. Je la place contre un verre, au centre de la table, comme un phare miniature. Au matin, je prends un café en regardant la ville se réveiller. Il y a un chantier au bout de la rue, des voix qui appellent, des marteaux qui sonnent. La vie continue, triviale et obstinée. Je souris malgré moi. Je compose un message destiné à 2 personnes. À Maître Durand. D'accord pour lancer la procédure. Je viendrai avec Madeleine signer ce que vous préparerez. À Madeleine. Je ne sais pas encore quel nom je porterai demain. Mais aujourd'hui, je viens déjeuner, si tu veux. Et ce soir, nous irons acheter des fleurs pour Colette. Les 3 points s'affichent, disparaissent, reviennent. « Viens », écrit-elle, « j'ai du thé. » Je prends la boîte de photos et l'enveloppe ficelée. Je glisse la clé en laiton dans ma poche. Dans le couloir, je m'arrête un instant. J'écoute. Rien que le bruit rassurant des tuyaux et des pas sur le palier. Je ferme la porte derrière moi. Sur le palier, l'air sent la pierre et la poussière chaude. Je descends les escaliers lentement, en comptant les marches comme un enfant. 1, 2, 3, 4, pour le simple plaisir d'habiter chaque pas. Je ne sais pas si je serai Thomas Mercier ou Thomas Blanchard dans les mois qui viennent. Je sais seulement que je marcherai avec les 2. L'homme que je suis devenu et l'enfant que j'étais se donnent la main, maladroit et sincère. À la sortie, le soleil accroche les vitres et fait danser des éclats contre les façades. Je respire. Il y a de la place, soudain. De la place pour la vérité, ses taches et ses cicatrices. De la place pour les vivants et pour les morts. Je tourne la tête vers la ville, vers Vincennes, vers Pantin, vers la rue de la Réunion où dort un terrain de 3000 mètres carrés et une histoire de famille plus tenace que la haine. Je n'ai pas toutes les réponses, mais j'ai une clé, un plan, des noms, des lettres et une promesse simple que je me fais à moi-même en refermant ma main sur la poignée froide de la porte d'entrée. Ne plus me laisser voler, ni la peur, ni l'amour, ni le passé, ni l'avenir. Je descends dans la rue. Paris cligne des yeux. Je marche.